Répondre à cette question en 30 minutes, voilà, c'est un gros enjeu. Hein. Et vous ne m'en voudrez pas si je ne le fais que partiellement, n'est-ce pas? Cela dit, donc, je vais essayer de vous donner des éléments de réponse. Et si j'ai choisi ce titre, c'est parce que effectivement, l'origine de l'écriture chinoise est entourée de mystères, en particulier dans l'esprit des Occidentaux. Et ce mystère, en fait, se retrouve dans les manuels scolaires, où parfois on parle des caractères d'une façon qui ne correspond pas à la réalité. Et donc, voilà, je suis devant vous aujourd'hui pour essayer de vous donner quelques éléments d'explication. Alors, quand j'ai connu en fait la thématique du congrès, j'ai tout de suite pensé à ce caractère-là. On va chercher ensemble le caractère en question, n'est-ce pas? C'est un caractère qui ressemble à celui de droite. Sauf que celui de droite, c'est un typographe en fait qui a fait une affiche pour une revue. Et on est au début des années 1930. Il s'est inspiré des règles de construction du Bauhaus. Et le caractère que je cherche, il est à gauche. Est-ce que vous le repérez? En partant du bas? Oui, voilà, exactement. Donc en fait, c'est un texte de Li Yong qui se lit de haut en bas et de droite à gauche. C'est un texte qui parle d'un temple. En fait, c'est un estampage de stèles. Et donc, si on cherche ce caractère qui est à la 3e colonne en partant de la droite et l'avant-dernier caractère en partant du bas, eh bien, voilà, c'est un caractère. Un point, un trait, vous avez un caractère. Bon. Donc, c'est assez extraordinaire. On dirait un petit peu un jeu de construction. Donc, on va essayer d'en savoir davantage. Et puis, un deuxième élément en fait, qui m'a intéressée, qui m'a inspirée pour écrire cette conférence, c'est ce phénomène-là, Tibi Wangzi, c'est-à-dire on soulève le pinceau et on a oublié les caractères qu'on voulait écrire. Et ça, en fait, c'est un phénomène récent qui fait suite à l'informatisation de l'écriture. Alors, l'informatisation de l'écriture a apporté énormément de confort et puis une possibilité de transfert de connaissances immense. Mais comme il n'y a plus cette mémorisation du geste, avec le geste en fait qui répète les caractères, eh bien, les Chinois oublient leurs caractères, oublient comment ils s'écrivent. Ils soulèvent le pinceau et ils ne savent plus l'écrire. Donc là, il y a eu une émission de télévision, le héros du caractère chinois, et on a parlé d'une crise des caractères. Les autorités ont proposé de donner des cours supplémentaires aux enfants pour qu'ils arrivent à écrire. Enfin, voilà. Donc ça, c'est le deuxième élément à partir duquel je voulais partir, pour vous montrer que cette construction des caractères est une problématique complètement actuelle. Alors maintenant, on va partir très très loin dans le mythe. Et dans le mythe, mais qui a toujours des résonances aujourd'hui. On va partir avec le personnage de droite, Fuxi, qui a observé son corps, qui a observé tout ce qui l'entourait, et qui a essayé de symboliser, en fait, de représenter la transformation des phénomènes du monde avec 2 lignes. Une ligne simple et une ligne brisée. Un peu oui ou non. Et donc, à partir de là, il a groupé ces lignes en 3. Ça a donné des trigrammes. Puis, 2 trigrammes ont donné un hexagramme. Et avec ce système d'hexagrammes, il était possible de représenter l'ensemble des transformations des phénomènes du monde. Et puis la deuxième source mythologique, alors là c'est un mythe de l'invention, mais ces trigrammes et ces hexagrammes existent. Hein. Si vous avez un jour ouvert le Yi Jing ou Yi King, vous avez vu ces hexagrammes, et c'est des méthodes de divination qui sont toujours en cours aujourd'hui.
Alors donc lui, ce qui l'intéressait, c'était la transformation des phénomènes du monde. Mais notre personnage près de lui, Zhang Jie, lui, il a procédé autrement. D'abord, vous voyez que c'est très difficile de le regarder dans les yeux, n'est-ce pas? On ne sait pas trop où regarder. Donc en fait, il a une paire d'yeux qui regarde vers le haut pour observer les constellations. Il a une paire d'yeux qui regarde vers le bas pour observer les motifs sur carapace de tortue, notamment. Et donc ce personnage, lui, il ne s'est pas intéressé seulement aux transformations des phénomènes ou des objets, il s'est intéressé aux objets eux-mêmes. Et donc, il a essayé d'abstraire à partir du réel des formes qui vont constituer les premières formes d'écriture. Alors, bien sûr, ce sont des personnages mythologiques. Néanmoins, ça nous informe sur un élément important, c'est que au tout départ, c'est comme ça que l'écriture a été créée, n'est-ce pas? En observant l'univers autour de soi et en abstrayant du visible certaines formes qui allaient devenir les caractères d'écriture. Alors, les toutes premières formes, ici je vous les ai mises en écriture régulière. Il y avait des formes plus rondes qu'on verra plus tard. Donc, la main, l'œil, l'eau, l'être humain, l'arbre, la femme, le toit, le soleil, la lune, tout ça. On peut regarder le réel et puis schématiser le réel pour en faire un caractère d'écriture. Mais on ne peut pas toujours faire comme ça parce qu'il y a certains éléments abstraits qui vont être très difficiles à représenter. Et puis, il y a certains éléments dans la langue qui sont des particules grammaticales, par exemple. On verra plus tard comment donc les scripts ont fait. Mais la première méthode donc, a été donc, cette abstraction du réel, puis la combinaison en fait, des caractères. On met la main et l'œil ensemble, regardez. L'eau et l'œil, l'alarme. L'homme et l'arbre, le repos, etc. Donc c'est une logique combinatoire avec des premiers signes tirés du réel. Et les artistes contemporains s'en donnent à cœur joie, n'est-ce pas? Donc ici, on a Gu Wenda, donc une calligraphie qui date de 2006. Alors, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui lisent le chinois dans la salle. Est-ce que vous arrivez à lire ce caractère? Claire, vous arrivez à lire? Eh oui, bah c'est ça. Il y a deux caractères qui sont mélangés. Donc en fait, cet artiste contemporain, il a joué avec une des règles de formation des caractères, qui était de prendre deux caractères et de les mélanger. Et là, il a mis le caractère ai, qui veut dire aimer, mais aimer une personne, mais aussi un objet, et le caractère lien, qui veut dire aimer, mais aimer d'amour, une relation amoureuse. Il les a mis ensemble pour forger un caractère qu'on arrive à deviner, mais qui ne se prononce pas et qui n'existe pas. Ces combinaisons de caractères, c'est vite révélées insuffisantes parce que la langue est bavarde, les gens parlent, les nouvelles réalités apparaissent tout le temps. Et il fallait vraiment inventer un moyen d'écrire tout ce qu'on avait envie de dire. Et donc, le moyen qui a été inventé après la combinatoire, eh bien, c'est le système Jia-Jia, c'est le système de l'emprunt. C'est-à-dire, quand il existait un caractère pour dire un certain mot. Par exemple, tout là-haut, là, on a le caractère de la femme. Mais il se trouve que le mot femme se prononçait d'une façon proche d'autres mots comme esclave, tu, toi ou comme. Eh bien, pour dire ces autres mots, on a emprunté le caractère femme. Voilà, ça c'est une deuxième méthode, une méthode de l'emprunt. Et cette méthode, qui était donc courante à l'époque des Jiaguwen, c'est-à-dire des écritures sur os, donc les toutes premières écritures, hein, 14e siècle avant notre ère, eh bien, elle va se développer. Et ce que vous voyez à droite, c'est la méthode des Xingshangzi, c'est-à-dire, d'abord,
les scribes se sont aperçus qu'il fallait vraiment être très très précis dans le choix du caractère. Et donc, d'un caractère qui se prononçait à l'époque Ndra, ils ont créé un signe spécifique pour écrire esclave, mais surtout pour écrire le son Na. À partir de ce moment-là, un ensemble de mots qui se prononçaient Na, eh bien, se sont vus attribuer ce signe-là. Seulement, il y avait tellement d'homophones que pour bien les reconnaître et les distinguer, on a ajouté un signe sémantique, c'est-à-dire un signe qui va indiquer le sens du caractère. Par exemple, pour le mot qui se prononce na, alors tout ça c'est des prononciations d'époque. Maintenant, par exemple, ça se prononce nous parce que la langue a évolué. Hein, mais pour ce mot qui signifie zélé, on a rajouté la clé de la force. Vous allez m'entendre dire clé. Clé, c'est en fait un autre nom pour élément sémantique. Comme c'est plus court, je dirais clé. Pour dire en colère, eh bien, toujours le même son, puisque le mot se prononce comme ça. Et puis, on va ajouter l'élément sémantique du cœur. Parce que le cœur, en Chine, c'est le siège des sentiments, des émotions, de la pensée. Etc. Toujours avec la même logique. Vous voyez, par exemple, dans la cage, eh bien, vous voyez la clé au-dessus, c'est la clé du bambou. Parce que la cage était faite en bambou. Donc, ça, c'est vraiment très important parce qu'on voit que les inventeurs de l'écriture ont vraiment cherché le phonétique le plus approprié et puis ensuite, ils ont ajouté un petit élément pour qu'on distingue les mots entre eux. Un exemple simple que qu'on peut retenir, c'est celui-ci, c'est celui de Xiang et de Qing. Donc, la pensée dans un cas, le sentiment dans l'autre. Vous voyez le même élément sémantique qu'est l'élément du cœur. Peut-être qu'il est un petit peu difficile à repérer parce qu'il ne s'écrit pas tout à fait pareil. Il est adapté en fait à la forme du caractère. Vous voyez que celui d'en haut, il est en bas, il est un petit peu plat en fait. Et dans Qing, il est à gauche, il est plutôt vertical. Mais c'est le même élément, c'est l'élément du cœur. Et tout le reste, c'est le son xiang. C'est le son xiang. Et qing, c'est le son qing. Si on s'occupe maintenant de l'élément phonétique, on s'en occupe pas assez, en fait, à mon goût, dans l'apprentissage du chinois. En fait, c'est un élément qui, à l'origine, connotait, et toujours aujourd'hui, mais depuis longtemps, connotait les syllabes qing ou jing. Alors, tous ces caractères se prononcent soit qing, soit jing. Vous voyez partout le même élément. Et on a ajouté un élément sémantique pour ne pas les confondre. Seulement, voilà, complication, on ne l'ajoute pas toujours au même endroit. Parfois, on l'a ajouté en haut, parfois en bas, parfois à droite, parfois à gauche, parfois à l'intérieur, parfois à l'extérieur. Voilà. Donc après, c'est une petite gymnastique en fait. Quand on regarde un caractère, de repérer l'élément sémantique et de repérer l'élément phonétique. J'ai fait un petit zoom là sur quatre caractères qui se prononcent tous qing. Le premier avec la clé de la parole, qui veut dire s'il vous plaît et invité. La clé de la parole est à gauche. Le deuxième avec la clé de l'oiseau. Là, la clé est à droite. C'est le bioro gris. On est bien d'accord, les deux n'ont aucun rapport. Mais ils se prononcent de la même façon. Ensuite, le troisième, la clé qui est au-dessus, en fait, c'est l'air. Et là, c'est du cyanogène éthane dinitrile, donc c'est un gaz toxique. Là, on voit quelque chose d'extrêmement important. On voit que la langue chinoise se prête particulièrement à la néologie. C'est-à-dire qu'en fait, les nouveaux mots arrivent. C'est vraiment pas un problème parce que justement, avec cette souplesse de construction des caractères, on va pouvoir intégrer tous les nouveaux mots de la langue, que ce soit qui viennent de l'intérieur de la langue chinoise, du parler chinois, ou de l'extérieur.
Et le dernier exemple, voilà, avec, on voit le son ching, mais dans une enceinte, et puis on a la latrine. Alors, ceci pour souligner le primat du phonétique, en fait. Et j'ai travaillé pour préparer cette conférence avec un collègue, un grand chercheur linguiste qui s'appelle Laurent Sagard, chercheur au CNRS, et qui, lui, avec son collègue Baxter, a reconstruit en fait la langue ancienne. Justement parce qu'il est parfois, comme la langue a changé, il est parfois difficile de remonter au phonétique, au premier phonétique, et donc de comprendre en fait. Et donc ils ont, à eux deux, s'appuyant bien sûr sur des travaux antérieurs chinois et européens, ils ont reconstruit la langue ancienne. Comment ils ont fait? Eh bien, ils ont travaillé à partir des dictionnaires de rimes, du livre de classique du poème. Et ils ont réussi à reconstruire un certain nombre voilà, de caractères anciens et de sonorités anciennes. Mais comme cela n'est pas connu, comme c'est connu dans le milieu scientifique, mais c'est pas encore passé totalement en fait dans le milieu de l'enseignement. Donc on continue en fait à raconter des histoires autour des caractères. C'est pas forcément péjoratif histoire parce que ça peut être mémotechnique. Je vais vous en montrer 2-3. Mais en même temps, c'est pas comme ça que les caractères se sont construits. Encore une fois, ils se sont construits en cherchant toujours le meilleur phonétique pour représenter un mot de la langue. Donc vous voyez dans les exemples là que j'ai donnés, tous ces mots se prononcent de la même façon. Enfin, pardon. Tous les mots de droite se prononcent de la même façon ou d'une façon approchante que les mots de gauche, que les caractères de gauche. Mais par exemple, le mot qui veut dire parler, qui se prononce aujourd'hui tan, à l'époque en chinois ancien qui se prononçait dame, est composé de la parole et d'un élément phonétique. Mais comme cela n'est pas connu, on fait une petite glose en disant bah oui, la parole, c'est quelque chose forcément de brillant et de magnifique. Ou bien, dans le deuxième exemple, c'est un caractère qui veut dire jeter. Donc à gauche, on a la clé de la main, parce que c'est un geste, et à droite, c'est un phonétique, parce que le mot se prononce comme ça. Et on fait une petite glose dans les manuels en disant ah bah c'est quelque chose qu'on jette. Donc à gauche la main, et à droite, c'est quelque chose que c'est une ordure en fait. Voilà. Donc, il y a tout un procédé comme ça qui fonctionne et qui fait croire que les caractères chinois sont comme des petits rébus. Ça ne veut pas dire qu'ils ne le sont pas du tout, mais ça veut dire qu'en énorme majorité, ce sont des caractères qui disent la langue et qui doivent être pris en tant que tels. Alors, un autre élément important auquel j'arrive, c'est l'élément graphique. Dans la construction, on a vu l'élément sémantique, on a vu l'élément phonétique, on a vu l'élément mythologique et symbolique. Et évidemment, dans la construction, il y a l'élément graphique qui est extrêmement important. Vous avez ici les 8 traits de l'écriture régulière autour du caractère Yong, qui veut dire éternité, qu'on peut tracer éternellement, n'est-ce pas, pour se faire la main en fait et pour retenir en fait, pour graver en soi ce caractère. Mais les traits n'ont pas été toujours aussi droits. Voilà, là on voyage un petit peu dans le passé, dans ce qu'on a appelé les tambours de pierre, les jiaguwen. Et vous voyez que les écritures sont beaucoup plus courbes. Là, on peut en déchiffrer environ 300 sur les 700 parce que ces tambours de pierre ont été très abîmés. D'abord, les paysans les ont utilisés comme mortiers. Et puis ensuite à cause des estampages successifs. En tout cas, là, c'est un texte qui parle du poisson, comment on prend les poissons, quel type de poisson, et on les met dans les filets, etc. Vous voyez des choses, je ne sais pas si vous pouvez repérer le motif du poisson dans les caractères.
Et là, il est à gauche et il est dans... Alors, on part de la colonne de droite. Il est en bas de la colonne de droite, le dernier. Puis le dernier en bas de la deuxième colonne. Et puis, on le retrouve dans la dernière colonne en deuxième et en quatrième position. Donc, tout ça, ça va nous parler des poissons. Voilà. En tout cas, c'est, vous voyez, fait de lignes courbes. Et on avance un petit peu dans le temps. Là, on a une écriture qu'on appelle Bafen, des environs de notre ère, écriture régulière. Alors, c'est très complexe quand on travaille sur le chinois, parce que écriture régulière, ça dépend des périodes, en fait. Quand on voit dans un texte écriture régulière, si on ne sait pas à quelle période a été écrit le texte, on ne sait pas à quelle écriture on fait référence. Hein. Chaque période a son écriture régulière. Donc, vous voyez des traits épatés à gauche et à droite. Par rapport à l'image précédente, on n'a plus la courbe, on n'a plus l'image, justement. Ça, c'est vraiment toutes les courbes et tout ce qui était à l'image de la nature. On va de plus en plus vers l'abstraction et de plus en plus vers la ligne et le point. Et puis, à droite, vous avez une écriture cursive d'un grand calligraphe, quasiment un saint là-bas. On va en pèlerinage sur sa tombe. C'est Wang Shizhi. Alors là, le contenu importe peu. En fait, j'ai travaillé avec un ami calligraphe pour le déchiffrer. En fait, c'est une lettre où Wang Shizhi dit qu'il a mal au ventre et qu'il ne pourra pas aller rencontrer son ami. Bon, c'est pas du tout voilà, un grand texte. Mais par contre, comme c'est de sa main, c'est devenu un grand texte. Et vous voyez que tout ce qu'on avait à gauche de très régulier, eh bien ici, en fait, c'est complètement lié. Et vous voyez que c'est lié à l'intérieur même d'un caractère et c'est lié dans l'ensemble. Et là, c'est vraiment très intéressant à observer parce que les caractères sont conçus en fait et sont écrits comme des personnages, avec des os, donc de la structure, des tendons, du diabisme, des vaisseaux sanguins, de la circulation, et puis, somme toute, du chi, une allure globale, à la fois à l'intérieur du caractère et dans l'ensemble en fait, de la calligraphie. Un petit texte qui résume bien cela, de Liu Shizai, fin du 19e. La structure des caractères écrits en cursive est marquée par le déséquilibre, mais le centre de gravité reste au milieu. Le déséquilibre peut être dans la hauteur, dans la longueur, dans le rapport des traits entre eux, entre lutte et effacement. Autrement dit, je vous remonte celle-là pour que vous puissiez regarder à la recherche de l'équilibre. Autrement dit, en fait, ce qu'on va chercher dans la conception et dans l'écriture d'un caractère chinois, c'est un équilibre d'ensemble et des micro-déséquilibres pour que les caractères aient l'air vivant, en fait. Alors là, c'est un autre artiste contemporain qui, contrairement à son prédécesseur qui avait combiné en fait deux caractères ensemble, là, il a écrit vraiment un ensemble de caractères, un ensemble de livres même. Et il a fait ça à la fin des années 90 et voilà, entre 1987 et 1991, très exactement. Et en fait, là non plus, on ne peut pas lire. On a la forme des colonnes, on a la forme des caractères, tous les traits sont impeccables, sauf qu'en fait, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'il a gardé la construction graphique et il a vidé de tout sens et même de toute possibilité de prononciation. Et il y a d'autres personnes donc, qui jouent avec les caractères, peut-être plus sérieusement, notamment en psychanalyse. Ici, j'emprunte son exemple à mon ami donc, psychanalyste Yan Relay. Quand il faisait sa thèse en France, il y a eu le grand tremblement de terre dans le Sichuan. Donc, il est allé là-bas soigner. Et puis, il y a cette petite fille qui ne voulait plus retourner à l'école, qui était mutique. Et voilà, avec des parents très inquiets, etc. Alors, lui, il lui a proposé quelque chose. Il a proposé un jeu avec les caractères. Donc, elle choisissait un caractère et lui ajoutait des choses. Ou bien lui, il choisissait un caractère
et elle ajoutait des choses. Et la petite, donc elle avait 8-9 ans, elle a choisi cadavre. Et lui a réfléchi, et puis il lui dit mais je ne sais pas, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Et elle dit bah si, tu peux rajouter ça. Et elle trace le caractère que vous voyez à côté. Et ça a donné étage. En fait, il se trouve que ce caractère très ancien pour cadavre est aussi une forme graphique qui a été utilisée pour tout le vocabulaire de la maison. Vous voyez, regardez bien cette forme, n'est-ce pas? C'est un petit peu comme une protection. Voilà. Et en fait, il a réussi, à travers ce jeu avec les caractères, en transformant cadavre en quelque chose de protection et de maison, à faire réagir l'enfant, à la faire entrer dans le processus de soins. Et après son départ, en fait, la petite est retournée à l'école. Alors, autre type de manipulation, on ne va pas dire jeu là, mais de manipulation, celle des autorités compétentes, et qui cherchent à simplifier par vagues successives les caractères dans un but de littératie, bien sûr, hein, parce que les caractères, vous avez vu, sont complexes. Et donc, l'idée, c'est d'un caractère qui a 13 traits, le simplifier en 8 traits déjà. Mais ça pose un certain nombre de problèmes. Par exemple, là, vous avez un caractère qu'on a déjà rencontré, c'est I, aimer. Et dans la simplification, on a retiré le cœur. C'est-à-dire l'élément, en fait, grâce auquel on aime, n'est-ce pas? Et un autre exemple, c'est celui du bas, qui se prononce guang. Et là, on a retiré l'élément phonétique, huang. Donc, la simplification, je ne suis pas là du tout pour juger, hein, mais d'un point de vue linguistique et d'un point de vue d'analyse de l'écriture, retire un certain nombre d'éléments intéressants, en fait, qui sont entrés dans la construction des caractères et qui peuvent gêner la lecture, même s'il la simplifie. Oui, et on simplifie les caractères, on en retire aussi, on en élimine aussi, c'est-à-dire que toutes les graphies anciennes qu'on n'utilise plus sont éliminées. Alors, un dernier point, avant de conclure, je vous ai parlé de littératie. Eh bien, je vous parle maintenant de littératie numérique, puisque depuis les années 70, les caractères chinois et asiatiques en général se prêtent extrêmement bien en fait, à l'informatique, au codage. Cela dit, il faut choisir le bon code. Donc UTF-8, quand on choisit le mauvais code, j'en ai fait les frais là, parce qu'en fait j'utilise beaucoup les outils traitement automatique du langage naturel pour la traduction ou pour la terminologie. Si on ne choisit pas le bon code, ça donne ça. Ça va pas. Alors j'ai choisi exprès un petit texte avec des caractères chinois et des mots anglais. Alors, les mots anglais sont un peu près ressortis, que les exceptions près. Alors, désolé, c'est des insultes, hein, mais c'était voilà. Ça tombe comme ça. C'était la traduction d'une nouvelle. Et par contre, si on choisit le bon code, aucun problème. Pour conclure. Donc on a vu en fait tout au long de cette conférence que effectivement derrière les caractères chinois il y avait un gros enjeu de construction dans ces multiples facettes, une construction sémantico-phonétique, et j'ai particulièrement insisté sur le phonétique parce que c'est quelque chose qu'on voit moins en fait dans l'éducation, en particulier dans l'éducation jusqu'au lycée. Et ça, c'est important d'abord d'un point de vue scientifique, parce que la linguistique est une science qui existe, et donc autant s'appuyer sur ces conclusions. Mais aussi parce que ça forge une idée fausse. On a l'impression que les Chinois écrivent une écriture pas comme les autres. Voilà. Donc si, l'écriture chinoise est une écriture comme les autres. Elle n'est pas une écriture alphabétique, mais elle écrit la langue. Et vous avez vu donc un très fort élément de construction graphique. Et puis un élément de construction symbolique qui était à l'origine et qui perdure aujourd'hui.
Et puis, je voudrais tirer le graphisme vers l'esthétique, parce que vous avez vu à travers différents exemples et tout au long des siècles que l'écriture, en fait, surtout quand elle se faisait au pinceau, a toujours cherché une sorte d'harmonie, une sorte d'équilibre, même s'il y avait toujours un petit élément de déséquilibre à l'intérieur. Et donc je terminerai par cette peinture de She Tao, qui était un grand peintre de la dynastie Ming. Et vous voyez que contrairement au premier artiste contemporain qu'on a vu et qui avait peint le caractère, là on peut quasiment dire qu'il a écrit sa peinture en fait. C'est-à-dire qu'en fait il a vraiment tellement marqué les lignes de saillie que c'est quasiment une écriture, une peinture écrite. Et d'ailleurs, en chinois, quand on parle de peinture d'orchidée ou de bambou, on n'emploie pas le verbe peindre, mais on emploie le verbe écrire. Voilà, ce qui fait le lien en fait entre calligraphie et peinture. Et je vais m'arrêter là. J'ai une question sur les autres langues asiatiques, notamment le japonais. Est-ce que les mêmes principes sont établis ou pas ? Alors, en fait, merci pour votre question. Donc, les Hanzi, caractères chinois, ont été importés au Japon, empruntés par les Japonais. C'est devenu les kanji. Puis ensuite, les Japonais ont créé 2 syllabaires, un hiragana et katakana, un syllabaire pour écrire les mots de leur langue, qui n'arrivaient pas à écrire en fait avec les sons chinois, parce que c'est des langues qui n'ont rien à voir. Donc, il n'y avait pas des caractères qui correspondaient. Et un autre syllabaire pour les mots qui venaient de l'étranger. Donc, c'est ce système voilà, tripartite, en fait, qui est aujourd'hui en cours au Japon. Mais ce qui est intéressant, c'est que Chinois, Coréens, Japonais partagent cette écriture-là, parce qu'en fait, dans la Chine, dans le Japon ancien, dans la Corée ancienne, même dans le Vietnam ancien, on a d'abord écrit avec ces caractères. Donc en fait, et c'est encore obligatoire à l'école. Donc les enfants, par exemple, j'ai un couple d'amis, enfin plusieurs d'ailleurs, sino-japonais, ils s'écrivent en fait. Voilà. Donc il y a cette base commune, qu'on a pu parler de l'Asie des caractères. Mais je rebondis sur autre chose qui n'a pas tout à fait à voir, mais j'ai oublié de vous dire et qui me semble importante. Quand Laurent Sagard et son confrère ont reconstruit l'ancien chinois, ils ne se sont pas seulement appuyés sur les ressources internes écrites, ils se sont aussi appuyés sur les langues non Han, c'est-à-dire sur les langues des minorités en fait, linguistiques, surtout au sud-est de la Chine, et sur les langues limitrophes, le Tibet, la Birmanie notamment. Parce qu'il y a évidemment eu des échanges entre les langues, et quand on veut faire un petit peu d'archéologie de la langue, de l'histoire de la langue, ben on va justement jusqu'aux pays limitrophes pour avoir les réponses. Et je rajouterais que l'écriture japonaise se prête très bien au codage informatique, bien sûr, comme l'écriture chinoise. D'autres questions peut-être ? Ça a l'air de vous laisser sans voix. Bon, je vais passer à la synthèse. Assez rapidement. Merci pour cette conférence. Alors pour moi, c'était un plaisir. J'ai eu la sensation de me retrouver dans mes premiers cours de chinois, il y a un certain nombre d'années. Donc c'est particulièrement rafraîchissant, parce qu'au bout d'un moment, on ne revient pas forcément sur les modalités d'écriture de cette façon-là. Alors vous l'avez dit, l'écriture chinoise, en tout cas ses origines, sont entourées de mystères, et tout particulièrement en Europe, parce que c'est vrai que ça nous semble complètement différent de nos modalités habituelles d'inscription de l'écrit finalement, et particulièrement déroutant pour nous, pour le coup. Alors vous avez évoqué les mythes, qui sont bien évidemment importants, avec Fouti, les représentations donc des phonèmes du monde avec 3 lignes, et puis qui permet de représenter l'ensemble du monde. Mais après, vous êtes rentré plus en profondeur dans finalement les différents éléments de réponse qui permettent de répondre à cette conférence. Alors déjà, un caractère, il est construit donc selon le sens, ou tout du moins avec des éléments de sens, donc l'homme, jeune, l'eau, la femme, nue, le soleil, qui permettent donc de comprendre déjà ce qu'il va y avoir un petit peu dans le caractère. Et ces éléments de sens, ils sont après aussi combinés.
ensemble. Et même, on peut même combiner 2 caractères pour après donner encore un nouveau mot. Donc vous avez dit l'eau plus l'œil, ça donne la larme. C'est assez joli, moi je trouve qu'il y a un aspect poétique dans les caractères souvent. Mais ces combinaisons, elles sont souvent insuffisantes, puisque la langue est riche, surtout la langue chinoise. Et donc, il faut essayer de trouver des manières encore de différencier les différents caractères. Donc vous avez parlé du système Tia-Tie, donc de l'empreinte. C'est-à-dire, à partir d'un son similaire, on a finalement l'empreinte d'un même caractère qui va être réutilisé en fait, dans les éléments. Donc, vous avez parlé aussi de clés. Oui, avec exigence, oui, c'est ça que j'ai noté. Et donc là, dans ce cas-là, il y a à la fois des éléments donc phonétiques et des éléments de sens qui se combinent l'un et l'autre pour pouvoir comprendre le caractère. Ça, je trouve ça hyper intéressant parce que on a souvent la sensation en tant qu'Européens de se dire finalement c'est juste des traits, qui sont choisis et mis de cette façon-là, de façon complètement un peu au hasard, et en fait pas du tout. C'est extrêmement construit. Alors vous avez parlé de l'exemple Ting et Ting. Je prononce très très mal, c'est une catastrophe. Moi ça m'a fait penser, je me souviens à l'exemple Ma qu'on m'avait donné dans mes premières années de chinois. Donc Ma c'est une autre clé, et ça permet de dire à la fois le cheval, la maman, aussi, je crois que on peut dire le chameau avec, et je me souviens que je crois qu'on peut gronder aussi avec le son ma. Donc ça peut arriver à des sens très 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 différents à la base avec une même clé en fait de base. Donc vous l'avez dit, grâce à ce système, la langue chinoise se prête particulièrement bien au néologisme. Et puis surtout, au-delà donc de ces aspects de sens, il y a quand même un élément graphique qui est très important. Le chinois c'est quand même une belle langue, et cette exigence d'esthétisme, c'est quelque chose qui revient dans l'écriture du caractère. La calligraphie, c'est un art à part entière en Chine. C'est vraiment cet art de bien écrire le caractère. Et enfin, vous avez parlé de la simplification des caractères complexes. Donc, de mémoire, c'est dans les années 1960. Ouais, des vagues successives. Donc, à Taïwan, je sais qu'on utilise encore les caractères traditionnels, même si c'est un petit peu plus compliqué. Et comme vous l'avez dit, cette simplification, certes, elle permet d'écrire éventuellement plus vite et de façon plus efficace, mais il y a forcément une perte de sens, ou tout du moins ou de son, exactement, dans du coup la compréhension du caractère. Et enfin, vous avez évoqué donc les enjeux récents de l'informatique avec la nécessité d'un bon codage pour pouvoir correctement inscrire ces caractères. Et c'est quand même assez rassurant de voir que même avec l'informatique, les Chinois ont aussi des problèmes contemporains dans leur écriture. On n'est pas les seuls, les Français, à avoir du mal à écrire, avoir des problèmes à l'école pour enseigner. Vous parliez du geste pour se souvenir de la façon d'écrire le caractère. Donc en effet, l'informatique participe à ces multiples difficultés. Donc voici l'ensemble un peu des enjeux de la construction que vous nous avez parlé. Et à présent, je vais laisser la parole à Cécile Cross, qui va tenter de répondre à la question « Une œuvre d'art est-elle une construction ?» Merci encore.